Vous êtes sur Gabon 24, voici la grande édition du journal et d'abord les titres. Au Gabon, la mission d'observation de l'Union européenne a livré ce lundi son rapport sur la tenue de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Contrairement aux supputations, le rapport n'est pas revenu sur les résultats de ce scrutin. Nous irons en Égypte où la communauté copte s'est rassemblée ce lundi également au Caire devant l'église de la Vierge Marie où se tenaient les funérailles des 24 personnes tuées la veille dans un attentat à la bombe dans une autre église de la capitale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être sur Gabon 24. Remise aujourd'hui aux autorités gabonaises du rapport final ayant sanctionné leur mission d'observation du processus électoral au Gabon par les représentants de l'Union européenne. Cette remise de rapport s'est effectuée dans les locaux abritant le ministère gabonais des Affaires étrangères en présence de plusieurs personnalités. Kevin Oswald Doukaga, Joël Tatou pour le reportage. Les conclusions de l'Union européenne remises ce lundi à Libreville au ministre gabonais des Affaires étrangères qui était accompagné de son collègue de l'Intérieur a permis de prendre connaissance du contenu détaillé de la présidentielle d'août dernier au Gabon. Aujourd'hui, il s'agit de remettre justement l'analyse impartiale et détaillée pour laquelle nous avons eu le mandat de cette mission d'observation électorale et de pouvoir discuter ensemble avec tous les acteurs qui sont partie prenante du processus électoral des recommandations qui visent à apporter des améliorations pour les futurs scrutins. Un rapport attendu par le pouvoir et l'opposition. Pour le patron de la diplomatie gabonaise, il s'agit là d'un processus qui a pris fin. Je suis simplement heureux que ce processus qui a été engagé par l'invitation de l'Union européenne puisse se conclure par la remise d'un rapport, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est ce rapport que nous avons reçu et que nous avons discuté de façon un peu détaillée avec Madame, la présidente de la mission. Selon certains observateurs de la vie politique gabonaise, c'est une grande déception pour l'opposition qui attendait ce rapport pour davantage dénigrer la réélection d'Ali Bongo Ondimba. C'est dans un hôtel de la capitale gabonaise que la mission d'observation électorale de l'Union européenne venue au Gabon à la demande des autorités du pays lors de la dernière présidentielle vient de rendre public donc ce rapport dont nous venons de faire état. Selon le chef de la mission, Maria Gabriel, aucune pression ni aucune interférence. Nous allons revenir sur cette présentation de ce rapport par cette mission de l'Union européenne. On me fait signe que tout est prêt. Le rapport a donc été présenté par cette mission dans un hôtel de la place. Mandat rempli pour la mission d'observation électorale de l'Union européenne au terme d'une élection présidentielle très mouvementée au Gabon. Le rapport final y relatif a été remis aux principaux acteurs politiques et présenté au peuple au moyen des médias, alors que de nombreux s'interrogent sur la fiabilité de ce document qui arrive un peu tard. Je voudrais encore une fois être très claire. Aucune interférence, aucune pression n'a eu d'impact ou quelconque influence sur le contenu du rapport et sur notre volonté d'accomplir cette mission jusqu'au bout dans le respect du code de conduite et dans le respect des principes et des valeurs auxquels nous avons souscrit. Outre certaines incohérences et imperfections observées ici et là, la mission a loué le comportement des électeurs gabonais. Le comportement responsable des électeurs qui se sont montrés désireux d'exercer leurs devoirs citoyens. Le calme a perduré tout au long du jour du vote, y compris lors des opérations de dépouillement observées par de nombreux Gabonais. Dans la majorité des cas observés, les conditions du vote et la conduite du dépouillement ont été jugées satisfaisantes. Et jouant son rôle de conseiller, Maria Gabriel a exhorté la classe politique au dialogue, seul gage de stabilité du pays. Lorsqu'on dit inclusif, on se réfère à majorité, opposition et société civile. Aujourd'hui, c'est le cadre qui nous semble le plus propice à ce que justement des solutions puissent être apportées et trouvées. Le document de 64 pages est désormais disponible et ouvert à l'appréciation de tous les Gabonais. Et toujours sur ce sujet, sur ce rapport
remis par cette mission de l'Union européenne. Le ministre gabonais, le ministre d'État en charge de la communication, fera une sortie ce mardi à partir de 14 h. L'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale et l'Institut français de recherche pour le développement ont signé un accord de partenariat multiforme. L'événement s'est déroulé à la zone économique spéciale d'Nkok, à 27 km de Libreville. Le texte paraphé entre les deux institutions scientifiques vise à étendre la coopération dans le domaine du développement, de la recherche en applications spatiales, l'échange d'expertise et la formation. Ludmila Ntutum, Nina Masonga. L'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale, AGEOS, et l'Institut français de recherche pour le développement, IRD, ont signé lundi un protocole d'accord de coopération, de production scientifique de haut niveau en matière de développement, de recherche, d'applications spatiales, d'échange et d'expertise et de formation. Nous souhaitons donner un nouvel élan à nos relations pour développer des activités scientifiques dans le domaine des images satellitaires, la télédétection, la réception d'images, tout cela pour que ça puisse servir au Gabon. Un élan de collaboration qui tombe à point nommé, tant l'AGEOS est une antenne de pointe, un centre de compétences scientifiques de qualité et une référence en Afrique. Dans le cadre de ce partenariat, les défis de l'AGEOS sont de pouvoir mettre à disposition les ressources humaines, scientifiques et techniques nécessaires pour l'aboutissement de ce partenariat. Donc c'est un partenariat qui doit couvrir pendant 6 ans. Donc nous amorçons dès aujourd'hui déjà le lancement du plan d'action, du plan d'activité de l'année 2017. Donc qui va nous permettre déjà de poser les grandes bases de ce partenariat dès aujourd'hui. Et nous allons devoir, au niveau de l'AGEOS, désormais mettre en place les capacités et les compétences, donc une équipe qui pourra suivre ce partenariat. Créée dans le cadre du Gabon vert, Gabon de service, l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale est un centre scientifique et technologique, une institution à caractère public environnemental qui doit permettre au Gabon d'être informé en temps réel avec des informations provenant de la surveillance satellitaire de l'espace pour mieux planifier son développement. Nous restons au Gabon pour parler de la production pétrolière. Il y a quelque temps, les pays producteurs de pétrole regroupés au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole annonçaient une baisse de la production afin de faire face à la chute du prix du baril. Au Gabon, la nouvelle suscite quelques regains d'espoir. L'on s'attend à une relance des activités dans le secteur. Éclairage de Kevin Oswald Doukaga et Jospin Bomba Dianga. Un baril en dessous des $50 fait souffrir depuis plus d'1 an les compagnies pétrolières. La capitale économique, Port-Gentil, souffre de la chute des cours de l'or noir qui a fait la fortune de la ville. Les syndicats du secteur dénombrent plus de 2500 licenciements, rien que parmi leurs adhérents. Au sein des majors, comme des sous-traitants, la crise n'a épargné personne. Alix, 30 ans, est au chômage après avoir été licencié. Il travaillait pour le sous-traitant, la SMP Gabon. Ça nous a vraiment bouleversé, nous tous, autant que nous étions dans les chantiers. De nos jours, on n'arrive même plus à s'en sortir, on n'arrive plus à joindre les deux bouts comme avant. Port-Gentil souffre, répète le gouvernement gabonais qui a multiplié les initiatives pour atténuer le choc. Le Gabon a décidé, tout comme 11 pays membres de l'OPEP, de baisser sa production à 193 000 barils par jour contre 230 000 actuellement. Mais pour cet analyste, la mise en application de cette mesure soulève quelques inquiétudes sur le poids de l'organisation du pétrole qui représente à elle seule 41% de la production mondiale. Les États producteurs de l'OPEP déjà, on ne sait pas s'ils vont respecter cette mesure. Et ensuite, on ne sait pas si les États non OPEP mais producteurs de pétrole vont suivre l'OPEP dans sa logique. L'OPEP a aussi demandé aux pays non membres de l'organisation de porter une partie du fardeau, soit 600 000 barils par jour. Mais comme les autres membres, le Gabon attend des efforts supplémentaires. Si nous vendons un peu plus de pétrole à un baril plus élevé, eh bien l'incidence c'est qu'on aura des revenus rentiers tirés du pétrole beaucoup plus importants. En attendant que cette mesure se concrétise, la nouvelle donne désormais un regain d'espoir aux employés du secteur. Les professionnels du monde maritime gabonais renouent avec les bancs à la faveur de cet atelier préparatoire à un audit de l'organisation qui regroupe justement les pays membres qui a pour sigle
IMSAS. L'atelier a été ouvert ce matin à Libreville. Pour plus de détails, dans ce reportage, retrouvons Alex Nkogé, Sibyl Mengue. Ouverture ce lundi à Libreville d'un atelier préparatoire du programme d'audit des États membres de l'Organisation maritime internationale. Un atelier de renforcement des capacités des administrations maritimes gabonaises qui voit la participation d'experts marocains. Le présent atelier vise, entre autres, à fournir au Gabon une évaluation complète et objective dans l'administration et la mise en œuvre des instruments obligatoires de l'Organisation maritime internationale. En avril 2017, le Gabon abritera l'audit IMSAS. Ainsi, durant ces 5 jours de formation, experts nationaux et internationaux échangeront sur les moyens d'optimisation du Gabon en la matière. Le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries était ce matin face à la presse gabonaise. Il a été question pour ce dernier d'interpeller les autorités du département des transports quant à une meilleure implication de cet organisme dans le processus décisionnel. En Litungui, Jospin Bomba. Associer les acteurs du secteur des transports dans la prise de décision, tel est le souhait du président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries du Gabon, Emmanuel Nzué, qui a tenu un point de presse ce lundi, au cours duquel il interpelle le ministère des Transports sur la création d'un cadre de dialogue. Nous avons posé le problème du dialogue social parce que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, il faut en débattre entre 4 murs plutôt que de le faire comme je suis en train de le faire. Nous apprenons que les réglementations vont être revues, mais sans nous. Nous avons bien envie de dire que ce qui est fait en notre faveur, mais sans nous, est fait contre nous. Une problématique à laquelle le ministre des Transports donne ici des éclaircissements. La sécurité routière, comme tous les autres services liés au département, a bel et bien été prise en compte. Les syndicats veulent être associés à tout ce qui concerne le fonctionnement du cabinet. Moi, je dis non. Il faut que chacun se mette à sa place. Le cabinet fonctionne. Nous prenons en compte leurs revendications. Bon, maintenant, si à chaque fois que nous engageons, nous faisons des réunions, il faut qu'ils participent aux réunions ou au fonctionnement du cabinet, je dis non. Ce n'est pas ça leur mission. En rappel, le ministre des Transports, dès son arrivée au gouvernement, a initié des séries de rencontres avec les partenaires sociaux de son domaine. Ceci dans le but de favoriser un meilleur échange et un bon fonctionnement des services publics. Sur le plan de l'habitat, quelques tensions et pour cause. Les ayants droit des logements sociaux de Bikele et d'Agondje ont choisi depuis ce matin de squatter les locaux abritant le ministère de l'Habitat. Objectif, rencontrer ce dernier face à la situation de leurs futures habitations occupées de manière illégale et anarchique par d'autres individus. Reportage Kenny Ongori, Alexandre Nkogé. C'est une affaire urgente mais qui prend des proportions inattendues. Après l'épisode des squatteurs d'Angondje, voici celui des ayants droit des logements sociaux de Bikele et d'Angondje qui ont choisi de squatter les locaux abritant le ministère de l'Habitat pour rencontrer le ministre de tutelle avec leurs effets pour s'y installer jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. La raison de notre présence ce matin, c'est pour demander au VPM de faire venir l'ANGTI et la SNLS avec le plan ici d'Alhambra afin d'aller identifier nos maisons. C'est tout. Sur place, l'intervention de la tutelle fut prompte. Le ministre a de suite délégué son chef de cabinet en vue d'apaiser les tensions. L'autorité de tutelle a maintenant demandé la force publique, laquelle aussi descend sur le terrain avec méthodologie, pour agir, pour rentrer dans vos maisons. Dans le même élan, le ministère de l'Habitat a réaffirmé l'engagement du gouvernement en procédant au déguerpissement des squatters dans les plus brefs délais. Cette semaine même où vous venez là, avant vendredi, l'État va restaurer son droit d'État par la mesure de la force publique. Si rien n'est fait, les ayants droit menacent d'entreprendre eux aussi des actions fortes pour entrer en possession de leurs dûs. Nous nous réservons le droit d'initier des actions très fortes pour marquer aux yeux de l'opinion que cette affaire n'a que trop duré. La situation est plus que jamais tendue au gouvernement de faire appliquer la loi dans l'optique de ramener la sérénité.
À l'instar de la communauté internationale, l'on a célébré aujourd'hui le 70e anniversaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance au Gabon. C'était sous le thème « Pour chaque enfant, l'espoir ». Cette manifestation, dont l'objectif principal a été porté sur la sauvegarde de la vie des enfants, mais aussi et surtout de réitérer la nécessité de protéger les droits des enfants, s'est tenue dans un hôtel de la place en présence des autorités gouvernementales. Jamila Mbengman, Alexandre Nkogé. De 1946 à 2016, cela fait exactement 70 ans qu'existe le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF, qui entretient une coopération de plusieurs décennies avec le Gabon, ne cesse de se renforcer afin de couvrir les principales dimensions de l'enfant. L'adoption de la plupart des instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant et l'harmonisation de leurs dispositions avec la législation nationale. Un taux d'enregistrement de naissance parmi les plus élevés d'Afrique dépassant 90%. La mise en place d'un système holistique de protection de l'enfant couvrant les normes et standards, les politiques, les services et les changements de comportement liés aux principales problématiques de protection. Un engagement politique pour une protection sociale inclusive à travers des programmes destinés à lutter contre les vulnérabilités et à promouvoir l'équité. Le plan stratégique Gabon émergent et le programme de l'égalité des chances rejoignent parfaitement les priorités de l'UNICEF. Il faut donc pouvoir accompagner l'UNICEF. Il faudrait que l'UNICEF également accompagne les gouvernants pour qu'on puisse ensemble lutter et donner une chance aux jeunes de pouvoir s'éduquer, de pouvoir se prendre en charge et surtout de pouvoir devenir des adultes. Tous ces projets n'auraient pas pu être possibles sans une volonté politique sans cesse renouvelée et un engagement résolu du gouvernement du Gabon pour la mise en place d'un environnement favorable à la réalisation des droits de l'enfant. L'on parle de bande dessinée dans ce journal avec ce premier festival gabonais et international de la bande dessinée organisé à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. C'est dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville. Au cours de la manifestation, notre rédaction s'est intéressée à 2 artistes qui font dans le dessin et la caricature. Linda Gaël Maganga. Dorian et Max Roland brandissent joyeusement leurs caricatures réalisées par cet artiste. Autour de Jeffy Capi, d'autres enfants attendent patiemment d'être humoristiquement représentés. Le talent utilisé par l'artiste pour faire plaisir aux enfants peut également servir à sensibiliser sur un phénomène ou dénoncer un vice. D'autres artistes font plaisir aux enfants avec des productions sensiblement différentes. C'est le cas de Michel Boussamba, auteur de bande dessinée. J'aborde toute forme de thématiques, tous les fléaux. Par exemple, la lutte contre le VIH-Sida, l'alcoolisme, des comportements incivisme, la lutte contre les grossesses précoces, le braquage. Donc tout ce que nous rencontrons, tous les problèmes que nous rencontrons dans la société, ce sont ces aspects-là que nous évoquons, que personnellement j'évoque sur mes planches de dessin, ainsi de suite. La bande dessinée permet aux artistes de s'exprimer sur des questions essentielles de la vie en société, de divertir les plus jeunes, mais également de partager une passion pour la création des œuvres de l'esprit. Les agents du ministère gabonais de la Jeunesse et des Sports ont désormais une journée dédiée à la pratique d'une activité sportive. C'est la principale information qui ressort de cette rencontre tenue ce matin entre le secrétaire général de ce département et la presse gabonaise. Gaël Mapessi pour le compte-rendu. La pratique du sport s'est mise dans le département de sport. Désormais, les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports seront assujettis à une journée d'activité sportive tous les mercredis de chaque mois. Le ministre de la Jeunesse et des Sports vient d'instaurer par arrêté le 2 décembre dernier une journée, n'est-ce pas, d'activité physique et sportive. Une initiative qui devrait permettre de consolider les liens entre agents. L'activité sportive permet effectivement d'avoir un corps qui est relativement sain. Et quand vous avez, n'est-ce pas, des employés qui sont physiquement en forme, vous avez, n'est-ce pas, un gain en termes, n'est-ce pas, de productivité. Ça permet également
casser aussi les cloisonnements qu'il y a entre agents. Parce que souvent, il va sans dire qu'il y a un ministère est composé de différentes directions générales et que le sport permet souvent, il le permet même tout le temps d'ailleurs, à ce qu'on brise souvent la glace et que finalement on se connaisse tous. Et pour conforter cette action qui s'ouvrira à d'autres départements ministériels, une fédération nationale de sport pour tous sera mise en place dans l'optique de permettre à tous les Gabonais de pratiquer une activité sportive. Sur le continent africain, l'on prépare les élections générales d'août 2017 en Angola. Le parti au pouvoir a officiellement lancé ce samedi sa campagne en l'absence du chef de l'État, José Eduardo dos Santos, qui ne briguera pas un autre mandat selon des sources internes à la formation politique. Bienvenue, Nelken. La cérémonie, organisée dans le stade du 11 novembre de Luanda, en présence de plusieurs milliers de personnes, était présidée par le ministre de la Défense, João Lourenço, présenté comme le successeur de Dos Santos. Le parti au pouvoir en Angola a officiellement lancé samedi sa campagne pour les élections générales d'août 2017, en l'absence du chef de l'État, José Eduardo dos Santos, qui ne briguera pas un autre mandat. Je pense que João Lourenço, le vice-président de MPLA, a beaucoup de valeur. Je crois qu'il fera encore mieux pour le parti et pour la population angolaise. Le chef de l'État angolais, le vice-doyen africain en termes de longévité au pouvoir, avait lui-même annoncé en mars son intention de mettre fin à sa carrière politique en 2018. Selon le programme des cérémonies samedi, Dos Santos devait présider le lancement de la campagne électorale. Je pense que l'absence de notre président n'est pas un grand handicap. Notre président est toujours avec nous. C'est évident, même en son absence, tous les militants ici sont unis et nous le serons toujours. Le président, âgé de 74 ans, est souffrant depuis plusieurs années et effectue régulièrement des séjours en Europe pour se faire soigner. L'ancien général Lourenço, et actuellement numéro 2 du parti, a été nommé tête de liste du MPLA pour les élections générales de 2017. Il deviendra donc président en cas de victoire du parti. Nous mettons le cap sur le Ghana, où l'opposant historique et vainqueur de l'élection présidentielle ghanéenne, Nana Akufo-Addo, devient le nouveau président du Ghana. Il succède à John Dramani Mahama. Le nouveau chef de l'État promet de redresser la croissance économique et salue la bonne santé de la démocratie ghanéenne. Découvrons ensemble son portrait. Vétéran de la vie politique au Ghana, le tombeur du président John Dramani Mahama est issu de l'élite ghanéenne. Plusieurs fois ministre et chef de file de l'opposition depuis 8 ans. L'homme jouit d'une image de leader incorruptible et rigoureux. Déjà 2 fois candidat à la présidentielle, il a bénéficié cette fois de la crise économique que traverse le pays et des scandales de corruption qui ont entaché le mandat du président sortant pour se faire élire. La troisième alternative aura été la bonne. L'opposant ghanéen Nana Akufo-Addo sera le nouveau locataire de Spring Staff House, ayant remporté le scrutin présidentiel du 7 décembre dernier dès le premier tour avec 53,3% de voix, contre 44,4% de voix pour son adversaire, le président sortant John Dramani Mahama. C'est une victoire nette pour cet avocat de 72 ans qui en était à sa 3e candidature à la présidence et sans doute sa dernière compte tenu de son âge. C'est aussi une victoire historique qui vient confirmer la maturité démocratique du peuple ghanéen. En 15 ans, c'est la 3e alternance que connaît le Ghana. En élisant cette fois à la présidence le chef du file du nouveau parti patriote, les Ghanéens ont fait le choix du libéralisme et ont congédié le régime socio-démocrate en place, dont la gestion dispendieuse des finances de la nation n'est peut-être pas étrange à la crise économique que traverse le pays, avec une croissance en chute libre passée de 14% en 2011 à 3,3% en 2016, selon le Fonds monétaire international. Exportateur d'or, de cacao et depuis 2010 de pétrole, le Ghana a dû s'endetter fortement auprès de bailleurs de fonds internationaux pour compenser la baisse de ses revenus à l'exportation suite à la chute de cours des matières premières. En Égypte, l'heure est au recueillement et aux hommages. Plusieurs Coptes égyptiens se sont rassemblés au Caire devant l'église de la Vierge Marie où se tenaient les funérailles des 24 personnes
tué la veille dans un attentat à la bombe dans une autre église de la capitale. Mirande Angui. Le bilan de l'attentat est passé lundi à 24 morts, a indiqué le ministère de la Santé de l'Égypte, qui avait fait état d'un précédent bilan de 23 morts dimanche soir. Lundi, les Coptes ont rendu hommage aux victimes de cet attentat à la bombe dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. C'est très difficile de combattre les pensées avec des balles. Depuis longtemps, nous disons que nous combattons le terrorisme en tuant des terroristes. Mais nous ne combattons pas l'usine qui produit ces terroristes. Nous avons tué le produit, mais l'usine produira de nouveau. L'explosion a eu lieu dimanche vers 8h GMT. La communauté copte égyptienne n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis l'attaque suicide qui avait fait plus d'une vingtaine de morts le 1er janvier 2011 à la sortie d'une église à Alexandrie. Nous savons tous où sont ceux qui sont morts. Nous sommes convaincus qu'ils sont au paradis. Mais où va aller la personne qui a commis l'attaque quand il rencontrera Dieu? Que va-t-il lui dire? Va-t-il lui dire « J'ai tué, abattu et terrorisé des gens, des enfants et des femmes ?» Un large volume de matériel explosif a pénétré dans l'église. Où est la sécurité et où sont les responsables? Les Coptes d'Égypte constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Cette importante minorité qui a fait l'objet de diverses attaques en Égypte est faiblement représentée au gouvernement et s'estime tenue à l'écart de nombreux postes de la justice, des universités ou encore de la police. Et en marge de ces rassemblements, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé l'arrestation de 4 suspects dans l'enquête sur cet attentat contre une église copte. Un attentat qui a fait 24 morts, c'était dimanche dernier. Bienvenue Nelkem pour le reportage. La communauté copte égyptienne n'avait pas connu d'attentat aussi meurtrier depuis l'attaque suicide qui avait fait plus d'une vingtaine de morts le 1er janvier 2011 à la sortie d'une église à Alexandrie. S'exprimant lundi devant des dignitaires civils et religieux coptes et musulmans, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé que l'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa et que 4 suspects dans cette enquête ont été arrêtés. Lors des funérailles de cet attentat contre une église copte au Caire, qui a fait 24 morts dimanche, le chef de l'État égyptien a également indiqué que l'auteur des faits était un kamikaze qui portait une ceinture d'explosifs. Celui qui a fait ça, pour que vous soyez au courant, le jeune homme qui est entré dans l'église s'appelle Mahmoud Shafik Mohamed Mustafa. Et il s'est fait exploser à l'intérieur de l'église. Il avait 22 ans. Nous avons arrêté 3 hommes et une femme. 2 personnes sont recherchées. Abdel Fattah al-Sisi a aussi précisé que la police a passé la nuit à rassembler les parties du corps du kamikaze et à l'identifier. L'explosion a eu lieu dimanche vers 10h, 8h temps universel, à l'intérieur de l'église copte orthodoxe. Les lieux de culte, surtout les églises, deviennent des cibles de certains kamikazes. Ce fut le cas de l'église Saint-Étienne de Rouvray en France, où le père Jacques Hamel a été égorgé fin juillet dernier en pleine messe par 2 djihadistes. Cap sur la Syrie, où l'armée syrienne a poussé à son avantage en prenant 2 nouveaux quartiers à Alep-Est que des milliers d'habitants avaient fui, mais elle a dû abandonner la ville antique de Palmyre, reconquise par les djihadistes du groupe État islamique. Ludmila Toutoum. L'exode des habitants de la zone rebelle d'Alep Nord s'est poursuivi dimanche avec l'afflux de plus de 10 000 civils en quelques heures, en raison des combats et des bombardements, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils se sont réfugiés dans des secteurs sous le contrôle des forces du régime, dans la partie ouest d'Alep, a précisé Ramid Abdelrahman, le directeur de l'Observatoire, qui dispose d'un large réseau d'informateurs en Syrie. Selon lui, 120 000 personnes ont quitté Alep-Est depuis le lancement de l'offensive du régime mi-novembre, avec 90 000 vers les quartiers gouvernementaux et 30 000 vers ceux tenus par les Kurdes. Le régime contrôle désormais 85% des anciens quartiers tenus par les rebelles et les encerclent. Les insurgés ainsi que les civils dans une zone où il manque de tout, notamment de la nourriture. Aucune information sur les pertes humaines n'était disponible dans l'immédiat. Le bilan était jusqu'à présent d'au moins 413 civils tués à Alep-Est depuis le début de l'offensive du régime le 15 novembre dernier.
Les insurgés répliquent en renvoyant des tirs de roquettes vers les quartiers gouvernementaux où les 139 civils ont péri depuis le début de l'opération. À Genève, en Suisse, les Russes soutiennent du régime du président syrien Bachar al-Assad et les Américains qui appuient l'opposition continuaient leurs discussions depuis dimanche jusqu'à lundi pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu à Alep, ainsi que les évacuations humanitaires. En France, Bernard Cazeneuve, Premier ministre de ce pays, s'est exprimé à l'occasion de la 3e réunion de l'instance dialogue avec l'islam qui s'est tenue aujourd'hui, place Beauvau. Lancée en juin 2015, cette initiative a pour but d'élargir et renforcer le débat avec la 2e religion de France, forte de 4 à 5 millions de fidèles. Mirande Anguet. La place Beauvau a accueilli la 3e réunion de l'instance de dialogue avec l'islam. Pour mieux lutter contre la radicalisation violente, l'État a souhaité dialoguer avec d'autres voix que celle du Conseil français du culte musulman. Bernard Cazeneuve, Premier ministre de la France, a déclaré au cours de cette réunion que l'islam est une religion comme toute autre. L'islam, dans la République, ne peut pas être une revendication politique. Il ne peut pas être un instrument de lutte contre la République. L'islam, c'est une foi, c'est un livre, ce sont des lieux de culte. Le Conseil français du culte musulman, institution considérée comme représentative des quelques 2500 mosquées et salles de prière, souffre d'un déficit d'image et d'efficacité depuis sa création en 2003, même si la légitimité n'est pas remise en cause. Elle financera la recherche dans le domaine de l'islamologie. Elle encouragera de jeunes chercheurs, elle pourra financer des bourses, elle pourra financer des doctorats, elle soutiendra tous les projets qui montrent aux Français combien l'islam est riche. Prochaine étape, la mise sur pied d'une association culturelle nationale pour financer des projets en matière religieuse. L'instance de dialogue va se pencher sur les ressources potentielles de cette association, loi 1905, parmi lesquelles figure une contribution volontaire sur le halal, voire un prélèvement sur le billet du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque. Un mot de sport avant de boucler cette grande session d'information, à savoir la désignation de Cristiano Ronaldo comme Ballon d'Or européen. Cette information met donc un terme à cette grande session d'information. Le rappel des titres. La mission d'observation de l'Union européenne qui a livré son rapport aujourd'hui aux autorités gabonaises, un rapport qui portait sur l'observation de l'élection présidentielle du mois d'août dernier et contrairement aux supputations, le rapport n'est pas revenu sur les résultats. En Égypte, la communauté copte s'est rassemblée également devant l'église de la Vierge Marie. C'était pour rendre hommage à ces personnes tuées la veille dans un attentat à la bombe dans une autre église de la capitale égyptienne. Voilà, c'est donc terminé pour cette session. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Gabon 24 car l'information se poursuit.